Tout le monde connaît Alexandre le Grand, bien sûr. Mais qui connaît vraiment l'architecte de son succès? Son propre père, Philippe II de Macédoine. Aujourd'hui, on va explorer comment cet homme, qui est souvent resté dans l'ombre, a littéralement forgé un empire sur les ruines d'un royaume qui était au bord du gouffre. Son histoire, c'est une véritable leçon de construction politique et de stratégie, et elle est essentielle si on veut comprendre l'ascension fulgurante de la Macédoine. Alors, pour bien commencer, il faut se plonger dans l'image qu'on avait de lui à l'époque. Et pour ça, qui de mieux que son plus grand ennemi, l'orateur athénien Démosthène. Pour lui, les choses sont claires. Philippe, c'est un ennemi, un spoliateur et surtout un barbare. Ces mots sont très forts, ils ne sont pas choisis au hasard. Ils ont construit une image profondément négative de Philippe qui a en fait traversé les siècles. Mais c'est là que ça devient fascinant. Regardez ce contraste. D'un côté, on a la propagande athénienne qui nous le peint comme une brute alcoolique, un manipulateur. Et de l'autre, l'analyse des historiens d'aujourd'hui, qui révèle un stratège absolument hors pair, un diplomate très malin et un véritable bâtisseur. C'est ce conflit, ce choc entre le mythe et la réalité qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Ok, voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par démonter ce fameux mythe du roi barbare, ensuite on verra l'état catastrophique du royaume qu'il a récupéré, puis on analysera comment il a bâti le pouvoir macédonien, comment il s'est lancé à la conquête de la Grèce, et on terminera en se demandant s'il n'est pas en fait le véritable père de l'Empire. Allez, on attaque tout de suite avec ce fameux mythe. La grande question, c'est pourquoi Athènes, et Démosthène en tête, s'acharnait à ce point à dépeindre Philippe comme un étranger, un sauvage? Eh bien la réponse, comme souvent en histoire, elle se trouve dans les intérêts politiques et économiques des Athéniens, qui étaient directement menacés par cette nouvelle puissance qui montait au nord. Et pour ça, Démosthène n'y va pas de main morte. Ses insultes sont très précises. Il dit que la Macédoine est un pays tellement arriéré d'où l'on ne pouvait même pas acheter un esclave convenable. C'est dire. Il s'en prend directement à Philippe en disant qu'il n'est même pas un barbare d'origine honorable. Et le coup de grâce, c'est quand il le compare au grand roi de Perse. Ça, c'est une façon de dire qu'il n'est pas un vrai grec, mais un tyran oriental, l'ennemi juré de la liberté grecque. Ok, maintenant qu'on a vu la caricature, passons à la réalité. Et la réalité, elle est brutale. Pour bien comprendre l'exploit de Philippe, il faut vraiment remonter à l'année 359 avant notre ère, le moment où il arrive au pouvoir. La situation est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Ce chiffre, 4000, il fait froid dans le dos. Il représente quoi? Eh bien l'intégralité de l'armée macédonienne. 4000 hommes tués, anéantis en une seule bataille, juste avant l'arrivée de Philippe sur le trône. Son propre frère, le roi Perdiccas, est mort dans ce désastre. Philippe hérite donc d'un royaume sans armée, sans défense, complètement à la merci de ses ennemis. Et ce n'est pas qu'un désastre militaire. La Macédoine, à cette époque, c'est considéré comme une région de seconde zone, peuplée de vagabonds faméliques, pour reprendre les termes de l'époque. Le pays est constamment attaqué par les tribus voisines. Le défi pour Philippe est donc immense. Il doit tout reconstruire. Une armée, un État et même l'identité de son peuple. Bon, pour celles et ceux qui révisent, ces quelques dates sont vraiment fondamentales. Retenez-les bien. Philippe naît vers 382 à Pella. En 359, à seulement 23 ans, il se retrouve sur ce trône en pleine crise. Sa montée en puissance est ensuite fulgurante. 348, la prise d'Olynte le met en conflit direct avec Athènes. 338, c'est la date clé, la victoire de Chéronée. Et tout s'arrête brutalement en 336 quand il est assassiné. Sa tombe, retrouvée près de Vergina, est d'ailleurs un site archéologique majeur. La question c'est, comment a-t-il fait? Comment a-t-il pu transformer ce royaume en ruine en une véritable superpuissance militaire et économique? C'est vraiment là qu'on voit tout son génie politique et son sens de l'organisation. Sa méthode, c'est une stratégie en 4 temps absolument implacable. Premièrement, il unifie son peuple, il crée un sentiment national. Deuxièmement, il sécurise les frontières, finit les raids incessants. Troisièmement, il ouvre l'économie en prenant le contrôle des ports sur la côte. Et enfin, le nerf de la guerre, il met la main sur les riches mines du pays, ce qui lui donne les moyens de financer son armée. Il a été à la fois l'architecte et le chef de chantier de sa propre nation. Une fois que sa base arrière est solide, bien sécurisée, Philippe tourne son regard vers le sud, vers ce monde grec complètement divisé. Et il va y appliquer exactement la même recette, un mélange de force militaire, de diplomatie et pas mal de ruse aussi. Et là encore, sa progression est d'une logique implacable. C'est pas du tout le fruit du hasard. Il consolide son littoral, puis il descend en Thessalie. L'étape cruciale, c'est en 346, quand il prend le contrôle de Delphes. C'est un immense coup symbolique et religieux. Et en moins de 20 ans, il se retrouve à la tête d'un territoire immense, qui va de la mer Noire jusqu'au cœur de la Grèce. Et tout ça nous amène à une date charnière, 338 avant notre ère. C'est l'année de la confrontation finale, l'aboutissement de toute sa stratégie. Les cités grecques, Athènes et Thèbes en tête, comprennent qu'il est peut-être trop tard, mais elles tentent une dernière coalition pour l'arrêter. Le verdict de la bataille de Chéronée. Il est sans appel. L'armée macédonienne de Philippe
professionnel, aguerri, écrase les Grecs. Philippe devient le maître incontesté de la Grèce. Mais attention, c'est beaucoup plus qu'une simple victoire militaire. C'est la fin d'un monde. C'est la fin de l'indépendance des cités-États qui avaient défini la politique grecque depuis des centaines d'années. Alors au final, quel est l'héritage de Philippe? Eh bien, on peut le dire sans détour. Sans lui, il n'y aurait jamais eu d'Alexandre le Grand. C'est aussi simple que ça. C'est Philippe qui a posé absolument toutes les fondations de l'Empire à venir. Cette phrase, elle résume tout. Philippe a créé l'armée la plus puissante de son temps, il a unifié un pays, sécurisé ses finances et soumis la Grèce. En fait, il a construit la machine de guerre et l'État qu'Alexandre n'a eu, entre guillemets, qu'à utiliser pour partir à la conquête du plus grand empire que le monde ait connu. Et son dernier grand coup, ce n'est même pas une victoire militaire, c'est un coup de génie politique. Il crée la Ligue de Corinthe. C'est une façon d'unifier toute la Grèce sous son commandement, mais en lui donnant un but commun. Et cet objectif, c'est quoi? Mener une grande guerre de vengeance contre les Perses. Il prépare déjà le terrain pour la suite, une suite que, malheureusement pour lui, il ne verra jamais. Et ça nous laisse avec cette question finale. On célèbre Alexandre comme le conquérant de génie. Et il l'était. Mais quand on regarde l'œuvre de son père, tout ce qu'il a construit à partir de rien, on est en droit de se demander si le véritable visionnaire, le vrai grand architecte de cette histoire, ce n'était pas lui, Philippe. La question en tout cas mérite d'être posée. Merci pour votre attention.